Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 27 mai 2026 et notre cher ami, notre frère, Matthew Ho, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Matt. Salut Nima, content de te voir. Très heureux de vous voir. Matt, je vais commencer par Donald Trump. Il y a à peine une heure, il a dit quelque chose à propos d'Oman. Franchement, ça me sidère. Ce type arrive à se disputer avec Oman, le seul pays du Moyen-Orient qui ne cherche jamais la moindre querelle à qui que ce soit sur cette planète. Oui. S'il y a un adulte dans la pièce, quelqu'un de raisonnable, quelqu'un auprès de qui les gens devraient acheter, je sais pas, des maillots de foot pour représenter leur équipe, eh bien c'est Oman. Ce sont les seuls à faire preuve d'un peu de décence dans toute cette histoire. Oui, voilà. Et lui, il s'en prend à eux. Oui. Et tu te souviens à quel point ils ont tout fait avant que cette guerre n'éclate. Eh bien, depuis des années, vraiment depuis longtemps, les Omanais jouent le rôle d'intermédiaire entre les Américains et les Iraniens. Ils ont montré qu'ils étaient très doués pour ça, très compétents, et surtout d'une fiabilité remarquable. Administration américaine après administration, on a fait appel aux Omanais pour parler avec les Iraniens et bien sûr, pour aider à mener des négociations comme en 2015 ou encore l'an dernier. Et voilà comment on les remercie. Franchement, Oman devrait se dire, vous savez quoi? On avait dit qu'on n'était pas intéressé par le fait de percevoir des droits de passage dans le détroit d'Ormuz avec l'Iran. Mais vous savez quoi? Eh bien maintenant, on va le faire. Et il faut que les gens comprennent aussi que les Américains ont une présence militaire très importante à Oman, sur le golfe d'Oman, sur la côte. Je crois que le port s'appelle Qasr. C'est une base navale américaine majeure. Donc oui, ça s'inscrit clairement dans la constellation de l'Empire américain dans la région. Ce n'est donc pas une question d'Omanais qui ferait systématiquement bande à part ou qui refuserait de suivre les Américains. Non, ils font pleinement partie de l'ordre américain. Mais ils ont montré qu'ils savaient aussi travailler avec d'autres, et surtout avec les Iraniens, ce que personne d'autre ne parvient à faire. Et là, Trump est en train de les dénigrer. Je crois que c'est la seule base au Moyen-Orient qui n'a pas été touchée par des missiles iraniens, apparemment. Je crois que ça a été touché dès les tout premiers jours. Et c'est devenu un problème, parce que les navires américains, surtout les destroyers, auraient dû y aller pour se réapprovisionner. Enfin, pas pour faire le plein. Ils font le plein en mer, mais pour être réarmés, recevoir des missiles, ce genre de choses. D'après ce que j'ai compris, après ces premières frappes, la marine américaine a dit « Non, on ne peut pas mettre nos navires là-bas, ils seraient trop vulnérables ». C'est pour ça qu'ils allaient jusqu'à Diego Garcia. Donc oui, les Iraniens ont rendu cet endroit interdit aussi. Quelqu'un pourra nous corriger dans les commentaires, mais moi je suis presque sûr que dans les premiers jours, Oman a été touché. Oman a été touché, oui, mais c'était au port, enfin à l'un des ports. C'était un pétrolier qui essayait de modifier, disons, le fonctionnement du détroit d'Ormuz, le blocus du détroit d'Ormuz. Voilà tout. Je n'ai jamais entendu parler d'une base américaine touchée par des missiles iraniens. Je ne sais pas si quelqu'un dans le public peut confirmer ou nous dire quelque chose là-dessus. Que ce soit dans les médias persans, les médias anglophones, les médias alternatifs ou les grands médias, je n'ai jamais entendu parler de bases américaines. Peut-être que je me trompe, c'est possible. Je pourrais très bien me tromper. Voici ce qu'a dit Donald Trump. D'après, c'est pas la meilleure source. Ok, Al Jazeera English a rapporté qu'une frappe de drone a déclenché un incendie à... Non, ça c'est le port Qasr, en Irak. Voyons voir.
Oui, c'est vrai. Qui veut le contrôle du détroit d'Ormuz? Est-ce que vous accepteriez un accord à court terme qui permettrait à l'Iran et à Oman de contrôler le détroit? Et dans ce cas, devrait-il l'ouvrir immédiatement ou seriez-vous prêt à ce que cela se fasse progressivement sur une certaine période? No, le détroit est ouvert. Et quem é que ele controla? Ce sont des eaux internationales. Personne ne va les contrôler. Nous, on va les surveiller. Oui, on va les surveiller. Mais personne ne va les contrôler. Ça fait partie de la négociation qu'on a. Eux, ils aimeraient les contrôler. Personne ne va les contrôler. Ce sont des eaux internationales. Et Oman se comportera comme tout le monde. Donc il faudra qu'on les fasse sauter. Oui. Oui, et ça arrivait juste après que la télévision iranienne ait annoncé qu'un accord, ou plutôt un protocole d'entente, avait été conclu. La Maison-Blanche a aussitôt démenti en disant que ce n'était pas vrai. Et ensuite, Donald Trump a fait cette déclaration. Donc on n'a vraiment pas l'impression qu'il y ait le moindre accord, surtout sur les points essentiels, comme la question de savoir qui va contrôler le détroit d'Ormuz. Vous voyez, il y a un vrai désaccord là-dessus. Et puis sur le reste aussi. On a vu ces derniers jours tellement de versions différentes de ce que serait ce protocole d'entente. Par exemple, sur mon fil X aujourd'hui, j'ai vu 2 sources distinctes, toutes les deux plutôt fiables d'habitude, mais qui décrivaient en fait 2 protocoles complètement différents. L'un parlait d'un allègement des sanctions, l'autre du déblocage d'avoir gelé. Des choses comme ça, auxquelles, franchement, je ne vois pas les Américains accepter. Je n'y arrive vraiment pas. Exactement, je ressens la même chose. Et je pense que quand on parle du détroit d'Ormuz, d'une certaine façon, Donald Trump ment, parce qu'il a en quelque sorte accepté que l'Iran puisse contrôler le détroit d'Ormuz, ou que l'Iran, Oman et la région puissent le contrôler, mais il ne l'avoue pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. D'après ce que j'ai entendu dans les médias persans, il semblerait qu'ils se soient mis d'accord sur un nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz. Le seul point en discussion, c'était le péage. L'Iran parle d'un système de péage, mais ce n'est pas un péage. Ce sera plutôt une sorte de redevance administrative, ou peut-être environnementale. Oui, en fait, ça fait partie du droit international, comme je l'ai appris récemment. On ne peut pas faire payer de péage pour un passage inoffensif. Mais on peut facturer des frais pour des choses comme les coûts d'entretien environnemental. Donc oui, ils ont le droit de le faire. Oui. C'est une façon de tordre le problème, tu vois, de transformer un peu les difficultés qu'ils rencontrent, les tensions qu'ils ont dans le détroit d'Ormuz, je pense. Je ne vois pas trop l'intérêt de bombarder Oman, d'ailleurs. Pourquoi dire ça? Ce type est complètement hors de contrôle. Il ne sait même pas de quoi il parle. Non, je veux dire, il vient de débiter tout un truc sur le fait que les Émirats arabes unis et Bahreïn devraient rejoindre les accords d'Abraham. Mais enfin, ils en font déjà partie. Et puis, l'autre jour, il parlait encore de la guerre, en se demandant pourquoi les gens s'inquiètent de sa durée. Il disait, tu vois, la guerre de Corée, c'était il y a 70 ans. La guerre de Corée, c'était de 1950 à 1953. Je crois qu'il a dit que la guerre d'Irak avait duré 12 ans. Mais l'occupation américaine, c'était 2003 à 2011. Et il a dit que l'Afghanistan, c'était 10 ans. En fait, il n'a rien dit de juste. Donc oui, voilà. Et maintenant, il s'en prend à Oman. Il est furieux. Il menace. Je crois qu'il a dit « je vais faire exploser Oman ». Voilà. C'est ça le problème du monde aujourd'hui. Cet homme-là, pour qui tout tourne autour de lui. Et la seule chose qu'il sait faire, c'est proférer des menaces de violence, non? Je ne sais pas, mais je ne pense tout simplement pas qu'un accord soit en train de se préparer, quoi qu'il arrive.
Même s'il devait être écarté, je ne vois pas comment l'administration américaine pourrait conclure un accord dans ces conditions. Donc oui, je suis d'accord, le mécanisme existe pour que l'Iran le gère. Et vous savez, les Américains ont maintenant un choix à faire. Soit ils laissent l'Iran s'en charger et permettent au trafic de reprendre dans le détroit d'Ormuz, soit ils refusent et ils devront alors assumer les conséquences du maintien de la fermeture du détroit. Et de toute façon, on aura ces conséquences. Même si tout revenait à la normale aujourd'hui, ce qui n'arrivera pas, il y aurait quand même des répercussions, des conséquences économiques qui se feront sentir jusqu'en 2027. Donc, pour les Américains, non seulement ils ont déclenché une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner, mais en plus, une guerre dont ils ne peuvent plus sortir. Oui, Quand il faisait son reportage sur l'Iran, il a dit que le Venezuela, qu'on avait détruit leur marine, la marine vénézuélienne, leur armée de l'air, qu'il ne restait plus rien. Il a confondu le Venezuela avec l'Iran. Oui. Eh bien, l'Iran était censé suivre le même chemin que le Venezuela, non? C'était ça, l'idée de départ. Que ce soit plus violent, avec beaucoup plus d'actions militaires, quelque chose de beaucoup plus cinétique. Mais le résultat devait être le même. En gros, une opération clé en main. Le gouvernement iranien serait resté largement en place, mais la direction aurait fini par se soumettre aux Américains, aurait plié le genou. Et si ça ne marchait pas, bien sûr, on en a parlé plusieurs fois, il y avait cette idée que dans ce cas, il y aurait des soulèvements. Voilà. Et je ne l'ai pas entendu le dire depuis quelques semaines, mais pendant un moment, à peu près une fois par semaine, Trump rappelait qu'il avait donné des armes aux Kurdes, qu'il ne s'en était pas servi, et à quel point ils étaient ingrats, et tout le reste, tu vois. Oui, enfin, les Américains se retrouvent vraiment dans une situation où comment ils s'en sortent, comment ils peuvent s'en sortir. Je pense que la réalité politique aux États-Unis est telle qu'il leur est impossible de faire la moindre concession. La seule concession possible, ce serait de se tourner vers Cuba, d'attirer l'attention ailleurs, de reprocher aux Européens de ne pas faire leur part, ou d'accuser les pays du Golfe de ne pas faire la leur, peu importe, et ensuite de laisser les choses revenir à la normale, en espérant que personne ne s'en rende compte. Franchement, je pense que c'est la seule carte que les Américains peuvent jouer à ce stade. Parce que, encore une fois, politiquement, ils n'ont aucun levier sur l'Iran. Ils ne peuvent pas forcer l'Iran à faire quoi que ce soit. Ils repartiraient en guerre, et quoi? Devraient encore l'arrêter au bout de 4 ou 5 semaines, parce qu'ils auraient presque complètement épuisé leurs munitions. En 5 semaines, ils n'auraient plus de missiles Patriot, ni de système THAAD, non? Plus de missiles JASSM non plus. Oui, enfin, on ne voit pas vraiment quelles options ils ont là. Et politiquement, pour les Américains, cette idée, enfin, la réaction qu'il y a eu ce week-end à la simple possibilité qu'un accord soit signé, cette haine, cette hostilité, cette conviction absolue que l'Iran est un adversaire, un grand mal. L'Iran ne peut jamais être autorisé à exister. Enfin, je veux dire, je ne vois vraiment pas d'issue à tout ça pour Nima. Vous savez, on a vu non seulement les républicains attaquer Donald Trump, mais aussi les démocrates, simplement parce qu'il essayait de mettre fin à la guerre. Et du côté démocrate, leur logique, c'est que, eh bien, peut-être que s'il met fin à la guerre, d'abord, ils veulent que la guerre continue, parce qu'ils espèrent une très mauvaise situation économique aux États-Unis d'ici novembre. Mais les démocrates pensent aussi que si Donald Trump signe un accord, alors l'AIPAC et le lobby pro-israélien vont le sanctionner en retirant leur soutien à certains de ses candidats. Et l'AIPAC, ainsi que le lobby pro-israélien, transférerait ce soutien vers des candidats démocrates pro-Israël, vous voyez? C'est comme ça qu'AIPAC fonctionne. C'est ce qu'ils font depuis des décennies.
Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne fassent pas la même chose ici. Le Comité national démocrate, le DNC, le sait très bien. C'est pour ça qu'on voit des élus démocrates aller sur les chaînes d'infos, condamner l'idée de mettre fin à cette guerre, avec des formules qui reprennent mot pour mot celles du lobby pro-israélien. L'autre jour, en regardant Cory Booker et Debbie Wasserman Schultz, on aurait dit des porte-paroles de la Fondation pour la défense des démocraties. Franchement, ils lisaient probablement les éléments de langage qu'AIPAC leur avait fournis. Matt, quand on parle, tu te souviens, à l'époque de l'administration Biden, c'était un vrai chaos en politique étrangère. Et on savait qui était derrière ces décisions. Anthony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland. Quand le Pentagone a décidé de ne pas envoyer de missiles longue portée à l'Ukraine, c'était Lloyd Austin et les gens du Pentagone qui avaient pris cette décision. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment qui dirige à Washington. Et donc, à mon avis, je ne sais pas si Donald Trump est au courant de ce dont tu viens de parler. Les munitions, les stocks, les missiles de croisière, la pénurie de missiles de croisière. Ce type, à chaque fois qu'il parle, il n'a pas vraiment la patience d'écouter tous ces détails. C'est pour ça que je te dis, à mon avis, la vraie question, c'est d'après toi, qui dirige vraiment à Washington? Je ne sais pas. Enfin, c'est une très bonne question, non? Au moins, avec l'administration Biden, on comprenait une chose. Joe Biden ne dirigeait pas vraiment tout ça, d'accord? Mais on savait qu'il y avait Tony Blinken, Lloyd Austin, Jake Sullivan, qui étaient aux commandes de ces institutions, de ces bureaucraties. Et l'Empire américain, le gouvernement américain, fonctionnait comme d'habitude. Alors, on n'aimait pas ce qu'on voyait. On n'aimait pas le soutien à une guerre impossible à gagner en Ukraine. On n'aimait pas le soutien au génocide commis par Israël. Mais au moins, on pouvait être sûr d'une certaine cohérence, d'une certaine prévisibilité dans ce qu'ils allaient faire et dans la manière dont ils allaient le faire. Tu vois? Et dans ce cas-là, on n'a pas du tout ça. Et vous savez, on a déjà parlé, cette idée qu'en 2024, on demande à Vladimir Poutine, qui préférez-vous, Joe Biden ou Donald Trump? Et Poutine répond qu'il aimerait mieux voir Joe Biden réélu. Vous voyez? L'idée, c'est que Joe Biden est prévisible, même si on savait bien qu'il serait plus hostile envers la Russie que Donald Trump et qu'il continuerait à soutenir l'Ukraine. Eh bien, Vladimir Poutine préférait ça à l'imprévisibilité de ce que Donald Trump aurait pu faire. Et je pense que c'est exactement ce qu'on voit un peu partout dans le monde, non? Qu'il y a aujourd'hui l'Empire américain, avec tout ce qu'il a eu de mauvais, tous les dégâts et la destruction qu'il a causés, toute l'exploitation, toute l'extraction qu'il impose, n'est-ce pas? Et le fait que je crois, la plupart des pays avaient compris qu'il était creux, comme on le voit maintenant, qu'il n'est plus capable de tenir ses promesses. Son armée est surmenée, et ainsi de suite. Vous voyez, il y avait une certaine prévisibilité. On pouvait comprendre ceux qui détenaient le pouvoir. Et dans ce cas précis, on a Donald Trump et sa cour, qui n'ont d'allégeance ni à une idéologie, ni à aucune forme d'institution. La seule allégeance qu'ils ont, c'est envers eux-mêmes. Vous savez, la cour de Trump est remplie de flatteurs, de fantômes, d'escrocs de la même espèce. Parmi eux, on peut dire « Ah non, Pete Hegseth, lui, il a une idéologie. » La sienne, c'est cette croisade, ce fantasme de croisés chrétiens blancs. C'est ça, son idéologie. Donc, si on y pense, c'est à peu près le mieux qu'on puisse faire pour désigner quelqu'un dont on peut dire « Bon, Hegseth, je peux à peu près prévoir ce qu'il va dire sur un sujet. » Parce que tout ça repose sur cette caricature qu'il a dans la tête, où il se voit comme une sorte de croisé engagé dans une grande lutte cosmique, un choc des civilisations et tout ce qui va avec. Alors oui, enfin, qui est vraiment aux commandes?
Et c'est aussi une autre raison pour laquelle on ne verra pas d'accord, Nima. Non. Parce que l'incohérence du côté américain est totale. Comment pourrait-il faire avancer quoi que ce soit? Je veux dire, les personnes qui mènent les négociations, Witkoff et Kushner. Je ne connais pas assez Witkoff pour le qualifier, disons, de porte-voix d'Israël, mais c'est bien ce que Kushner est. Witkoff, lui, se promène avec un beeper qu'on lui aurait donné, je ne sais plus par qui, peut-être Myriam Adelson. J'ai oublié qui lui aurait remis ce beeper. C'est censé être une ligne directe avec le Mossad, évidemment. Donc voilà, il y a aussi ça. Et Witkoff est un ignorant. Et Witkoff occupe une position qu'il n'a jamais méritée. Je crois que Jeremy Scahill a cité des Iraniens disant que quand ils traitaient avec lui, c'était comme avoir un élève de CM1 assis à leur table. Vous voyez, son rôle là-dedans, c'était absurde. Sa présence n'avait aucun sens. Il savait rien. Donc voilà. Mais je pense que tous les deux, Kushner et Witkoff, on peut aussi les définir par leur intérêt personnel. Franchement, quand on regarde ce qui se passe avec Gaza, le Board of Peace, c'était juste une énorme combine, une arnaque pour se remplir les poches. Bien sûr, c'était censé établir la paix d'Israël. Jusqu'à présent, la victoire à Gaza, vous savez, fait que Israël contrôle environ 60% de Gaza. Ça fait partie de la paix aux frontières. Mais une grande partie de tout ça, c'est aussi pour remplir certaines poches. Il y a d'ailleurs un article du Financial Times, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, qui parle justement de ça. Personne ne sait vraiment où est passé tout cet argent. Sur les quelques milliards qui ont été versés, on ne sait pas où ils sont allés, ce genre de choses. Et c'est bien là le problème. À mon avis, comment les nations doivent-elles traiter avec les États-Unis? C'est vraiment, vraiment inquiétant. Je pense que le point que vous venez de soulever est vraiment essentiel. Vous vous souvenez, l'accord sur le JCPOA a pris 2 ans, jour et nuit, avec des équipes techniques qui se réunissaient, négociaient, discutaient entre elles pour parvenir à un accord, quelque chose comme le JCPOA. Où en est-on aujourd'hui? Voilà. Il n'y a vraiment rien de comparable. Et je ne pense pas, Nima, qu'il y ait une vraie compréhension ou une vraie reconnaissance de ça. Je crois qu'ils pensent sincèrement, la Maison-Blanche et ses équipes, qu'une négociation devrait pouvoir se faire en une seule journée. Ils le croient vraiment. Tu vois, je pense qu'ils étaient vraiment frustrés par ce qui se passait à Oman. Ils en étaient à leur 6e round de négociation, et chaque round durait, quoi, 1 journée et demie à peu près. Enfin, je veux dire, je pense qu'ils étaient sincèrement frustrés par ça. Je pense qu'ils croyaient vraiment que les Iraniens faisaient traîner les choses, qu'ils étaient difficiles, qu'ils cherchaient à être frustrants exprès sur ce dossier. Parce qu'à mon avis, ils n'ont aucune idée de ce que ça implique réellement. Et je pense au voyage de J.D. Vance à Islamabad en avril dernier. Ils ont eu une séance de 22 heures. Et je crois que la Maison-Blanche est vraiment convaincue, que cette séance de 22 heures, ou peu importe la durée exacte, c'était un effort herculéen, une démonstration incroyable, non? Enfin, si on n'arrive pas à conclure une négociation après 22 heures de discussion avec quelqu'un, c'est que ça n'arrivera jamais, pas vrai? Donc forcément, ils se disent que l'autre camp agit de mauvaise foi. Et je pense que c'est dim comme sous-rétance. Oui, vraiment. Et je pense que, vous savez, si on devait faire un joli résumé exécutif, bien présenté, et dire, Monsieur le Président, voilà comment l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, s'est fait, eh bien, il ne le lirait pas. Il s'en ficherait. En réalité, comme vous l'avez dit, ça a pris 2 ans. Donc, encore une raison pour laquelle je ne pense pas qu'il y aura un nouvel accord. En ce moment, les Américains et les Iraniens se parlent par l'intermédiaire des Qataris et aussi des Pakistanais. Je ne suis pas vraiment sûr du rôle qu'Oman joue là-dedans, s'il en joue un d'ailleurs.
À mon avis, c'est surtout une affaire entre le Pakistan et le Qatar. En gros, ils passent par le gouvernement pakistanais pour communiquer. Oui. Et les Qataris sont très... Enfin, vous savez, les Qataris, depuis des années, veulent jouer un rôle dans ce genre de choses. Donc, mais oui, enfin, je pense qu'on va continuer à parler comme ça, vous et moi, chaque semaine, jusqu'à quelque part en août. Et je crois qu'à un moment, en août, il va y avoir cette pression économique qui deviendra aussi une pression politique aux États-Unis avec les élections de mi-mandat qui approchent. Mais il y a aussi deux choses. D'abord, en juillet, les stocks de pétrole arrivent à épuisement, non? Donc le pétrole qui était en mer, le pétrole que les gouvernements libéraient de leurs réserves stratégiques, tout ça sera terminé au début du mois de juillet. Et ça va provoquer une flambée des prix du pétrole. Parce que, enfin, écoutez les gens du secteur pétrolier et gazier. Franchement, presque tous, à part peut-être quelques commentateurs bidons sur CNBC, sont stupéfaits que le pétrole ne soit pas déjà à 140 ou 150 $ le baril pour les contrats à terme. Et sur le marché au comptant, ils ont payé 125, 130 $ le baril. Et la différence entre le prix actuel, ce que vous payez pour un baril aujourd'hui, et le prix d'un baril pour une livraison dans 60 jours, ou quelle que soit la période de livraison, eh bien, il y a une sorte de décalage. Ça ne colle pas. Et je pense que tout ça va changer de façon spectaculaire d'ici juillet. À ce moment-là, la pression va retomber sur les Américains, sur le marché américain, avec une pression inflationniste. L'essence, elle, va flamber. Si le baril de pétrole monte à 150 $, ça veut dire que tu vois, le prix moyen de l'essence aux États-Unis va probablement atteindre environ 6 $ le gallon. À ce moment-là, et là je parle de la moyenne nationale, en Californie, ils paieront, tu sais, autour de 11 $ le gallon. Ces pauvres gens, franchement. Mais tu vois, l'autre chose aussi, c'est que d'ici le mois d'août, on va vraiment commencer à sentir la pression de tous ces produits dérivés, de tous les produits issus du pétrole et du gaz, et d'autres matières premières qui viennent du Golfe Persique et qui ont été coupées. Donc, ce déficit qu'on observe, que ce soit pour l'aluminium, le soufre, l'urée, l'hélium, le cuivre ou peu importe, toutes ces grandes matières premières dont le Golfe Persique exporte une part importante, eh bien, je pense que ce décalage va commencer à se résorber et qu'on va alors subir cette pression inflationniste à cause des pénuries dans les chaînes d'approvisionnement. Je dirais probablement quelque part pendant l'été, non? C'est pour ça que je pense que le mois d'août sera décisif. Aux États-Unis, la vraie saison des campagnes pour les élections de mi-mandat de novembre commence en général début septembre. On a un jour férié qu'on appelle la fête du travail, le premier lundi de septembre. Et c'est traditionnellement à ce moment-là que la campagne démarre vraiment. Donc à mon avis, l'idée c'est qu'ils voudront avoir quelque chose de concret avant cette date. Sinon, ils risquent d'avoir de gros problèmes pendant les élections. Le seul atout des républicains dans toute cette histoire, c'est qu'ils affrontent les démocrates. Et s'il existe un parti politique capable de gâcher une occasion en or, une occasion offerte par la mauvaise gestion républicaine, par leur politique, par la situation économique, bref, par tout ça, eh bien c'est bien le Parti démocrate américain actuel. Si quelqu'un peut vraiment gâcher une bonne situation, eh bien ce sera eux. C'est pour ça, je pense, qu'on a eu toutes ces discussions. On entend parler d'accords, de heurts ponctuels. Les Américains coulent des bateaux, les Iraniens abattent des drones. À mon avis, ça va rester comme ça jusqu'au mois d'août. Et à ce moment-là, il y aura sans doute une sorte d'accord tacite. Les armateurs et les compagnies d'assurance sauront que les Iraniens et les Américains se sont entendus, que les Iraniens ne vont plus attaquer leurs navires et donc le trafic reprendra.
Je pense que la circulation va reprendre petit à petit d'ici là, mais pas au niveau nécessaire. Et puis de l'autre côté, les Américains ont lancé cette opération à Cuba, et on espère que tout le monde regarde Cuba plutôt que l'Iran. Il y a aussi cette idée que Donald Trump va relancer ses descentes de l'ICE dans les communautés américaines. Ça détournerait sûrement l'attention. Donc tout ce qu'ils peuvent faire pour distraire de ce qui se passe. Mais ça va être très difficile de détourner les Américains de ce qui s'est passé là-bas et de qui en est responsable quand ils paient $6 ou peu importe, le gallon d'essence, en plus de toutes les autres pressions inflationnistes qu'on va ressentir, les taux d'intérêt et tout le reste. Oui, même la publication des dossiers sur les ovnis. Oui, Ça détourne l'attention des gens de ce qui se passe vraiment. ouais, enfin, c'est pas que toi tu le fais. Tu vois ces trucs, tu regardes, et de temps en temps tu te dis, tiens, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose. Mais bon, moi je peux pas dire ça. Franchement, ça ressemble juste à... Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Si tu veux me dire que c'est un ovni, d'accord, pas de problème. Mais là, au milieu de la photo, il y a juste une tache blanche, un truc qui pour moi ressemble à un lampadaire, tu vois? Donc, voilà. Parce que ouais, j'aimerais bien voir. Et si c'est ça, peut-être qu'ils gardent les trucs les plus croustillants, tu vois? Les trucs du genre, regardez, là on a une vraie photo. Voilà, littéralement. Voilà E.T. On l'a trouvé. Il vit dans un bunker au Nevada, ce genre de truc. Peut-être que c'est ça qu'ils vont sortir en août pour détourner l'attention de l'essence à $6 le gallon. Parce que franchement, je ne vois pas d'accord se profiler. Et je ne vois pas ce qui pourrait changer, ni qui pourrait intervenir. Quel serait le Deus ex machina censé tout résoudre? Les Chinois, eux, n'ont pas l'air d'avoir envie de s'en mêler, non? Je veux dire, venir, mettre fin à tout ça, jouer les médiateurs et régler le problème. Je pense que les Chinois, ça ne leur plaît pas. Ils n'aiment pas ces perturbations. Ils n'aiment pas cette incertitude. Ils veulent une économie mondiale stable. Ils veulent un commerce mondial fluide. Mais il y a une part d'eux, en fait, pas juste une part. Ils sont vraiment contents de voir les États-Unis humiliés, de voir le monde multipolaire avancer, et maintenant à toute vitesse alors qu'ils progressaient jusque-là à un rythme normal. Tout ça a accéléré cette évolution, la fin du XXe siècle, l'entrée dans le XXIe, tout ce que ça implique. Oui, je pense que les Chinois sont plus qu'heureux de voir tout ça. Alors, pourquoi interviendraient-ils pour arrêter quelque chose qu'ils considèrent, même si c'est douloureux, comme étant fondamentalement dans leur intérêt à long terme? Je sais pas. Franchement, je vois pas. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique pourquoi on devrait encore espérer que cette histoire se règle. Et puis, il y a toujours la possibilité que les Américains se disent « Oh là là, nos réserves de pétrole sont en baisse, les pénuries commencent à se voir, l'inflation va exploser le mois prochain, la Fed va devoir remonter les taux d'intérêt, enfin bref, tout ça. » Et là, ils se disent « Bon, on retourne à la guerre. » C'est ça, le vrai danger. S'ils n'arrivent pas à un accord, ils repartiront en guerre, juste pour montrer qu'ils font quelque chose, même si cette guerre ne mènera à rien. Vous savez, en fait, ça va empirer les choses. Parce que peut-on faire? Eh bien, il faut en faire plus que la dernière fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut détruire les infrastructures de l'Iran. Et l'Iran, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire toutes les infrastructures dans toute la région. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on n'aura plus d'installations pétrolières et gazières dans le Golfe Persique pendant 5 ou 6 ans. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on entre dans une dépression mondiale. Vous voyez, c'est le danger bien réel qu'on a juste devant nous. Et dans ce contexte, l'essence à $6 le gallon, franchement, ça paraît presque secondaire.
not that big a concern. Matt, voici ce que Pete Hegseth a dit aujourd'hui à propos des missiles et des drones iraniens. Alors que ce soit leur marine qui repose au fond du golfe Persique, leur armée de l'air, leur défense aérienne ou leur base industrielle de défense, ils ont peut-être des missiles, mais ils ne peuvent pas en fabriquer d'autres pour le moment. Ils ne peuvent pas non plus produire plus de drones, ni construire davantage de navires. Alors ils sont venus capituler pour discuter ce que Steve, Jared, le vice-président et d'autres font avec beaucoup d'efficacité. Et pendant ce temps-là, nous avons mis en place un blocus de tout premier niveau. Je peux confirmer que ça, ce qu'il a dit sur la production de missiles et de drones, est un mensonge. Right. Oui, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Oui, oui. Yeah. Oh, go ahead, I'm sorry. Je ne sais pas qui va croire à ça, ni quel sera le résultat de ce genre d'argument de sa part. Est-ce qu'il diffuse ce type d'informations pour nourrir un certain public qu'il vise? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que si c'est ça, le calcul du côté des États-Unis, alors pour moi, c'est un énorme mensonge. Oui, on ne sait pas vraiment ce que ces gens croient, au fond. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais John Mearsheimer et Stephen Walt ont débattu avec Victoria Nuland et Mike Pompeo. Et comme on pouvait s'y attendre, Walt et Mearsheimer ont gagné le débat. Ils l'ont vraiment remporté, même en termes de vote. Mais en plus, quand on le regarde, c'est humiliant. Pompeo et Nuland n'arrivent à rien proposer d'autre que des clichés et des affirmations fondées sur les principes de l'exceptionnalisme américain et sur cette idée qu'on serait engagé dans une lutte manichéenne entre le bien et le mal. Tout revient toujours à ça. C'est de là que vient leur certitude, leur suffisance. Et vous savez, il faut comprendre, Scott Horton avait d'ailleurs tweeté à ce sujet. À un moment, Victoria Nuland parle du fait que si l'Iran obtenait l'arme nucléaire, qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, ça voudrait dire que les Israéliens devraient en avoir une aussi. Et la façon dont elle le dit, c'est comme si elle ne savait pas vraiment que qu'Israël possède déjà des armes nucléaires. Et vous savez, il est tout à fait possible qu'elle ne fasse que son devoir en protégeant ce mensonge vieux de plusieurs décennies. Mais il y a aussi une part de moi qui pense qu'elle ne le sait peut-être vraiment pas, que ces gens à Washington, ce qui compte avant tout pour eux, c'est la loyauté, non? Que ce soit envers votre parti, une idéologie, une personne. Mais au fond, c'est surtout une loyauté envers l'Empire américain. Et on le voit bien dans ce que dit Pete Hegseth. On le voit aussi dans les déclarations, par exemple, d'anciens responsables de l'administration Obama qui affirmaient qu'on était en train de gagner la guerre en Afghanistan, ou de ceux de l'époque de George W. Bush qui disaient que la guerre en Irak se passait bien. C'est complètement déconnecté de la réalité. Et Nuland, juste après avoir dit qu'Israël devrait obtenir l'arme nucléaire, ce qui sous-entend qu'ils ne l'ont pas, et donc qu'elle ment pour le cacher, ou alors qu'elle ne le sait vraiment pas, eh bien, elle dit ça presque immédiatement. Encore une fois, je pense qu'il est possible qu'elle ne sache pas, parce qu'elle vit dans une bulle. Ensuite, elle explique que les guerres en Irak et en Afghanistan ont rendu le monde meilleur, qu'elles étaient nécessaires. Elle ajoute une sorte de réserve du genre « Je ne vais pas défendre tout ce qui s'est passé avec la guerre en Irak, mais c'est, vous savez, incontestable, enfin je paraphrase, que la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan ont permis à ces pays de ne plus menacer leurs voisins. Vous voyez, si Saddam Hussein était encore au pouvoir, si Al-Qaïda était encore au pouvoir, enfin, Al-Qaïda n'a jamais été au pouvoir. Les talibans afghans et Al-Qaïda, ce sont deux choses complètement différentes. Mais bon, on voit bien que ce qui est le plus fondamental chez ces gens-là,
c'est la loyauté. Et pour avoir ce type de loyauté et survivre, il faut rester à l'écart. Parce que si on est exposé à ce qui se passe réellement dans le monde, si on comprend l'histoire, si on comprend le contexte, si on comprend ce qui se joue vraiment, alors cette loyauté entre en conflit avec cette connaissance. Et ça, c'est intenable. Ça crée une telle dissonance que personne ne pourrait supporter ça. C'est pour ça, je pense, que ces gens choisissent de rester volontairement ignorants. Tu vois, ils s'accrochent à leur récit. Aujourd'hui, ils sont dans des postes où tous ceux qui leur transmettent des informations ne leur donnent que ce qui va dans le sens de ce récit. Et beaucoup d'entre eux sont aussi psychopathes. Et ces deux choses, être ignorant et être psychopathe, ne s'excluent pas, n'est-ce pas? Je pense qu'on le voit très bien avec Nuland et Pompeo. En 2026, comment quelqu'un peut-il dire que la guerre en Irak a rendu le monde meilleur? C'est comme dire qu'il est acceptable de tuer quelqu'un parce que cette personne pourrait propager une maladie ou parce qu'elle pourrait avoir un cancer. Franchement, on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui raisonne comme ça. C'est tellement irrationnel et tellement déconnecté aussi. Pas seulement de la morale, de l'éthique ou du droit international, mais aussi de la réalité, de ce qui s'est réellement passé. Et donc, quand on entend Hegseth dire ce genre de choses, comme tu l'as dit, non, c'est tout simplement faux. D'abord, les drones, on peut fabriquer ces engins dans des sous-sols. Oui, vraiment. L'Ukraine en produit chez les particuliers, et c'est un excellent exemple. L'Ukraine vient d'en envoyer 500 de plus contre la Russie, hier ou avant-hier, peu importe, et il y a eu une énorme attaque de drones il y a quelques jours. On voit bien que les Ukrainiens en produisent plusieurs millions par an. Beaucoup sont fabriqués en Europe, mais un très grand nombre le sont directement en Ukraine. Et les Russes ne peuvent pas empêcher ça. Les Russes ne peuvent pas empêcher ça, n'est-ce pas? Les Russes, avec leur flotte massive de drones et de missiles, pour qui l'idée d'empêcher l'Ukraine d'utiliser ces drones est essentielle à toute stratégie de victoire pour la Russie en Ukraine, que ce soit pour permettre une avancée sur le front et enfin prendre le reste du Donetsk, ils doivent faire quelque chose contre les drones ukrainiens. Ou simplement, disons, arrêter qu'ils s'approchent de leurs aéroports, arrêter qu'ils terrorisent leurs civils. C'est pas ce qu'ils veulent. Et les Russes n'y arrivent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée qu'une campagne aérienne de 5 semaines, où, déjà, la moitié de nos frappes aériennes ne pouvaient même pas atteindre la moitié de l'Iran, la partie nord et la partie nord-est de l'Iran étaient inaccessibles aux frappes aériennes américaines et israéliennes, si nous n'avions pas les avions ou les missiles à longue portée nécessaires pour les atteindre. Donc Dieu seul sait ce qu'ils ont là-haut, les Iraniens. On sait aussi qu'ils se préparent à cette guerre depuis des décennies, non? On sait qu'ils ont construit ces installations à l'intérieur des montagnes, conçues pour résister à des attaques aériennes. Personne ne sait vraiment à quoi ils vont être confrontés. Alors, dire qu'ils ne peuvent pas... Enfin, je veux bien admettre que peut-être, pour certains de leurs missiles balistiques, ils ont perdu la capacité d'en produire quelques-uns. Mais là, franchement, je dis ça juste pour être aimable, rien de plus. Je me suis trompé tout à l'heure à propos d'Oman. J'étais convaincu qu'au tout début, Oman avait été touché. Voilà. Et évidemment, je me trompais. Donc maintenant, je reconnais que j'avais tort là-dessus. Mais sinon, vous savez cette idée selon laquelle les Américains et les Israéliens auraient détruit les usines qui fabriquaient le carburant pour les roquettes? Eh bien, ils l'ont fait, oui. Ils ont frappé toutes ces installations pétrochimiques, et c'est en partie pour ça. Et vous pensez vraiment que les Iraniens n'avaient pas prévu ça? Qu'ils n'ont pas d'autres sites, ou au moins des stocks importants de ce carburant? Bien sûr que si. Alors cette certitude avec laquelle certains parlent, soit ils ne savent pas de quoi ils parlent, soit ils mentent.
Et franchement, c'est difficile de savoir lequel des deux. And it's hard to know which. Tu te souviens, Donald Trump avait été élu en disant que sa priorité, c'était de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Et aujourd'hui, pendant qu'on parle, il y a de nouvelles escalades entre l'Ukraine et la Russie. C'est pour ça qu'on a vu la Russie, pour la deuxième fois, utiliser des missiles russes contre l'Ukraine. L'une des principales raisons de cette escalade, c'est la production de drones. Et surtout, la façon dont l'Ukraine les utilise contre la Russie, en touchant aussi des civils russes. Alors Matt, où est-ce qu'on va concernant l'Ukraine? Where are we headed, Matt, when it comes to Ukraine? No place good. No place good. And we see the Nulle part où ça se passe bien. Nulle part. Et on le voit, c'est exactement ce qu'on alerte depuis des années maintenant. L'idée que si cette guerre ne s'arrête pas et qu'il n'y a pas une forme d'effondrement qui se produit. Vous voyez, moi, ça fait des années que je dis que l'effondrement à venir serait économique, budgétaire. Et c'est toujours possible parce que l'Ukraine manque de milliards et de milliards de dollars. Mais l'idée que cette guerre est, en gros, dans une impasse, et je sais que certains s'énervent quand j'utilise ce mot, mais c'est bien ce qu'on a là. Il y a eu une lente progression vers l'ouest, mais même avec 75% du Donetsk sous contrôle russe, au rythme des 4 dernières années, il faudra encore 3 ans pour prendre le reste du Donetsk. Donc, cette idée selon laquelle la guerre allait finir par s'intensifier et devenir en gros une guerre des villes, c'est exactement ce qu'on a vu pendant la guerre Iran-Irak. Et d'ailleurs, vous pouvez en parler bien mieux que moi. Mais quand cette guerre s'est retrouvée dans une impasse, les mêmes disaient « Ah, c'est une guerre d'usure maintenant » et tout le reste. Très bien, mais ça ne sert pas les intérêts politiques en jeu. Il faut montrer à sa population qu'on fait quelque chose pour gagner cette guerre, pour mettre l'adversaire hors de combat, ou au moins pour lui rendre coup pour coup. Et donc voilà, c'était bien ça la crainte, que le conflit s'intensifie au point que les Russes se sentent poussés à frapper davantage de cibles ukrainiennes non militaires. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Alors, on a eu cette attaque contre un collège à Louhansk, avec 21 personnes tuées. Et il y avait déjà une pression croissante sur le gouvernement russe à cause des autres attaques menées par l'Ukraine, avec des drones un peu partout en Russie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Et voilà que les Russes menacent de frapper des bâtiments gouvernementaux, des centres de commandement, des infrastructures qu'ils n'avaient encore jamais visées. Donc, la question, c'est quelle va être la réponse de l'Ukraine? L'Ukraine, qui est dans une position plus faible, va devoir réagir de manière plus radicale. Elle va devoir montrer à ses soutiens européens qu'ils ont raison de continuer à la soutenir, qu'il ne faut pas l'abandonner. À mon avis, ça ne posera pas vraiment de problème. Les Européens ont montré une indifférence totale, presque vorace, envers toute forme de rationalité dans cette affaire. Et ils continuent simplement à soutenir tout ça. Et maintenant, on en est au point où, si on regarde un peu le calendrier, on arrive à 2026. Et devinez quoi? L'élection présidentielle américaine commence en novembre. Dès que les élections de mi-mandat sont terminées, la campagne présidentielle américaine démarre pratiquement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup d'Européens, qui se disent « il suffit de tenir jusqu'en janvier 2029 ». Ça peut sembler un peu absurde, mais je crois que c'est vraiment ce qu'ils ressentent là-bas. Que si les démocrates reprennent la Maison-Blanche, alors les Américains reviendront nous soutenir. On vient de voir une pétition de décharge adoptée à la Chambre des représentants. Alors, une pétition de décharge, c'est un mécanisme de la Chambre américaine. Le président de la Chambre, en l'occurrence Mike Johnson, décide quels textes sont soumis au vote. Et ce projet de loi, qui prévoit environ $1,5 milliard d'aide à l'Ukraine,
il ne comptait pas le mettre au vote. Du coup, la pétition de décharge a été lancée, une majorité de membres l'a signée, et donc le texte va avancer. Maintenant, est-ce qu'il passera au Sénat? Moi, je pense que oui. Je ne pense pas qu'ils aient une majorité suffisante pour passer outre un veto. Mais je crois que, vous savez, cette idée selon laquelle aujourd'hui, on a un soutien solide des démocrates pour la guerre en Ukraine et qu'on a encore des gens comme Lindsey Graham et Mitch McConnell et d'autres qui sont clairement engagés dans cette guerre. Oui, cette idée que peut-être même avant que les démocrates ne reprennent la Maison-Blanche en 2029, le Congrès élu en 2027 adopterait des mesures pour soutenir l'Ukraine. N'est-ce pas? Je pense que là, on est dans une stratégie fondée sur l'espoir, mais c'est ce qu'ils envisagent. Mais le danger d'escalade, lui, est bien réel. Parce que ce qui pourrait se passer, c'est que les Russes fassent quelque chose, les Ukrainiens répliquent, et que les Russes disent ensuite « ce qu'on a fait ne suffit pas ». Il faut en faire plus. Et ce qui est vraiment inquiétant, c'est que les Russes, depuis des années maintenant, répètent qu'il faut recommencer à frapper, à viser ces installations situées dans les pays de l'OTAN qui soutiennent les drones utilisés contre eux. Oui, beaucoup sont fabriqués en Ukraine, mais beaucoup le seraient aussi en Europe. Et les composants, le soutien logistique, le ciblage, le renseignement, tout ça vient de l'OTAN et des États-Unis. D'ailleurs, les services de renseignement américains continuent d'aider les Ukrainiens. Alors, jusqu'où tout ça va aller? Et le fait que Rubio, l'autre jour, ait dit en gros que les discussions avec la Russie sur la guerre, c'est terminé, eh bien, ça en dit long. Et Vladimir Poutine a plus ou moins déclaré, après les célébrations du jour de la victoire, plus tôt ce mois-ci, qu'il ne voyait plus aucun rôle pour les États-Unis dans tout ça, et que la guerre touchait à sa fin. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Comment compte-t-il y parvenir? Comment va-t-il? Enfin, je suis vraiment inquiet de la direction que tout cela prend, de ce que ça pourrait annoncer, de ce que ça pourrait provoquer. Bien sûr, on voit l'Ukraine envoyer des drones via les pays baltes. Tout le monde est en colère contre la Biélorussie, et cette idée que la Biélorussie pourrait maintenant envahir l'Ukraine, enfin, toutes ces rumeurs, en plus de ce qui se passe réellement, n'apaisent rien du tout. Au contraire, ça aggrave encore la situation. Donc oui, c'est vraiment dangereux, Nima. Je pense que l'Europe est... À mon avis, il y a beaucoup de choses à changer en Europe. On vient d'apprendre que la CDU au pouvoir en Allemagne discute discrètement du remplacement du chancelier Merz. Et Merz, tu te souviens, il était un peu dans la même situation qu'Olaf Scholz. Et franchement, Merz, c'est une catastrophe, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ce n'est même pas comparable à Scholz. Ce type, qui n'a rien fait d'autre que de regarder le sabotage du gazoduc Nord Stream et la destruction de l'économie allemande pendant la guerre. Alors Matt, comment tu vois les choses en Europe? Tu penses que l'opinion publique européenne va finir par retrouver un peu de bon sens? Ou bien qu'on va voir l'Europe s'enfoncer encore plus dans ses politiques insensées envers la Russie? Je pense que les dirigeants européens, aussi bien au niveau de l'Union européenne que dans les pays eux-mêmes, vont renforcer encore leur politique anti-russe. Ils voient leur identité à travers cette confrontation avec la Russie, tu vois? L'idée d'une puissance étrangère, d'un tyran venu d'ailleurs, contre lequel ils se dressent. Ils essayent de raviver des images du XXe siècle, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que pour eux aussi, comme la situation se dégrade dans leur pays, la popularité de ces dirigeants, enfin mon Dieu, à côté d'eux, Donald Trump passerait presque pour Beyoncé. C'est dire à quel point ces gens-là sont impopulaires, tu vois? Oui, voilà.
Donc je pense que cette idée de continuer à utiliser un ennemi étranger, tu vois, pour essayer de rallier le soutien autour de soi, d'utiliser une sorte de menace grave, pas forcément lointaine, mais étrangère, qui dépasse tous les problèmes qu'on a chez nous. Oui, on a des difficultés avec le coût de la vie. Oui, notre système de santé s'effondre. Oui, on a des problèmes liés à la migration. Oui, on a des soucis d'infrastructure. On a de vrais problèmes de logement. Et la liste continue. Mais tout ça, apparemment, ça compte pas. Parce que tu vois, les Russes pointent leurs missiles sur nous. Le XXe siècle ne nous a-t-il rien appris? Si on ne leur tient pas tête, ils seront à Varsovie, puis à Berlin, ensuite à Paris, et après ça, ils traverseront la Manche. Je pense que c'est ce message-là que les dirigeants actuels vont continuer à marteler. Mais ça ne marchera pas. Ça échouera. Et malheureusement, on verra le soutien aller vers l'AfD en Allemagne, vers Réforme au Royaume-Uni, et j'ai un trou, le parti de Marine Le Pen en France. Oui, voilà. On verra donc un soutien croissant pour ces groupes d'extrême droite. Et au final, on aura simplement une autre vision des choses. Mais en France, on a aussi un parti de gauche. Ils ont regroupé 2 ou 3 partis de gauche ensemble. Nous, on est arrivés en 2e position. Oui, exactement. En France, au moins, il y a eu cette prise de conscience. D'accord, on a un vrai problème ici. Il faut s'en occuper. Si on regarde ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, par exemple, il y a eu ce dessin, cette caricature, qui montrait comment le chef du Parti vert britannique, Zach Polanski, était décrit, comparé à la façon dont le chef du Parti Reform était présenté. Polanski disait en gros, on ne peut pas soutenir un État génocidaire comme Israël. Il faut investir en nous-mêmes. Et là, la presse à scandale britannique s'est mise à hurler de partout qu'il était antisémite. Exactement comme ce qui s'est passé avec Corbyn. Pendant ce temps, Farage parle carrément de créer des camps de concentration pour les immigrés. Et la presse britannique le décrit comme quelqu'un qui a des idées audacieuses et nouvelles. Et c'est ça qu'on voit encore et encore dans tellement de pays, non? Vous savez, tout au long des 19e et 20e siècles, il y a eu cette grande peur de la gauche. Cette peur de tout ce qui pouvait ressembler, de près ou de loin, au socialisme, ou même être perçu comme proche du communisme. Cette idée que tout ce qui menace les profits des grandes entreprises doit être éliminé. Et donc, la presse d'entreprise, elle, peut composer avec l'extrême droite. L'extrême droite peut essayer de les faire taire parce qu'elle n'aime pas ce qu'elle entend. Mais au fond, elle ne fait qu'aider les profits des grandes sociétés. Elle va défendre une politique fiscale dont les entreprises rêvent littéralement. Je pense que c'est l'un des éléments essentiels ici. Mais vous savez, ce qui me frappe aussi, c'est la volonté des Européens de se saborder eux-mêmes. Tous ces pays ont des ratios dette sur PIB incroyablement élevés. La plupart d'entre eux, je pense, sont à plus de 100%. Et vous savez, comment parlent-ils de financer la guerre en Ukraine? Ils vont financer la guerre en Ukraine en augmentant leur dette. Comment vont-ils payer leur militarisation? Je veux dire, tous ces pays parlent de dépenser des centaines de milliards de dollars, des centaines de milliards d'euros et des dizaines de milliards de livres sterling en plus pour leurs armées. Eh bien, encore une fois, ils vont s'endetter. Vous savez, l'an dernier, l'Allemagne avait un mécanisme de dette qui empêchait le pays, en gros, de creuser un déficit. Eh bien, ils ont retiré les dépenses militaires de ce mécanisme. Donc, vous voyez, non seulement ils vont s'endetter, mais en plus, ils vont couper dans les services. Donc, on a déjà en Europe une population qui souffre depuis des années à cause des politiques d'austérité, qui souffrent depuis des années à cause du manque d'investissement dans leurs propres économies, dans leurs propres communautés, non? Dans leur système d'éducation et de santé, dans leurs infrastructures, n'est-ce pas? Parce que ils ont mené des politiques de désindustrialisation complètement absurdes.
tout en laissant se produire des choses comme la destruction de leur énergie bon marché, avec par exemple le sabotage des gazoducs Nord Stream. Franchement, je ne vois rien qui me fasse penser que ces dirigeants européens au pouvoir vont soudainement retrouver la raison. Vous savez, le meilleur indicateur du comportement futur, c'est le comportement passé. Et ces gens-là, leur identité est liée à cette menace étrangère. Starmer, Macron, enfin, dès qu'on parle de l'Union européenne, von der Leyen, Calico, inutile même de commencer sur eux. Toute leur identité repose sur l'opposition à la Russie, sur le fait de se dresser contre ce grand tyran venu de l'étranger, vous voyez? Et pour beaucoup de pays comme le Royaume-Uni, l'idée que la Russie est l'ennemi remonte aux années 1830. Donc, c'est bien ancré. Franchement, je ne vois pas comment quoi que ce soit pourrait changer à ce niveau-là. Et l'extrême droite va prendre le pouvoir dans certains de ces pays, et ça va être un vrai chaos. La population va en pâtir, parce qu'ils vont réduire les budgets, ils vont couper les aides. Il n'y aura pas d'investissement dans les économies, juste de l'argent versé aux grandes entreprises. Donc tout ça va sonner creux. Et puis on va voir une inégalité de richesse encore plus forte, une perte de qualité de vie plus marquée, et l'Europe va ressembler de plus en plus aux États-Unis. Mais sans une monnaie de réserve qui lui permette de faire ce qu'elle veut, comme c'était encore le cas jusqu'à récemment. Pour être honnête, Matt, je pense que les États-Unis ont leurs propres ressources. Ils ont tout. Les États-Unis sont autosuffisants sur beaucoup d'aspects. Mais l'Europe, c'est pas le cas. Elle n'en est pas là. Elle dépend énormément de l'énergie. C'est pour ça que la situation au Moyen-Orient la met dans une position très difficile. Elle ne reçoit plus de gaz ni d'énergie de la Russie, et elle n'en reçoit pas non plus du Moyen-Orient à cause de la guerre là-bas. Donc, il ne leur reste pas beaucoup d'options, à moins de décider d'améliorer leurs relations avec la Russie. On produit environ 13,5 millions de barils de pétrole par jour dans ce pays. On en exporte à peu près 5,5 millions. Et je pense que c'est quelque chose que les Américains vont finir par comprendre. Nous faisons partie d'un marché mondial. Les producteurs de pétrole américains, comme le gouvernement américain, vont aller là où se trouve l'argent. Donc, si quelqu'un, ailleurs, offre plus pour ce pétrole, pour ce produit raffiné ou pour ce gaz, eh bien, les Américains vont l'envoyer là-bas. Je crois que beaucoup d'Américains ne le savent pas. Bienvenue au capitalisme. Exactement. Donc, tout ce qu'il restait en Europe qui s'opposait à ce genre de choses, quel que soit le degré de socialisme que vous aviez ou le type de programme de protection sociale que vous aviez. Et je sais que c'est un terme un peu flou, mais l'idée, c'est de faire en sorte que vos sociétés, vos communautés, vos citoyens aient ce dont ils ont besoin pour prospérer. C'est pour ça qu'on a vu la réussite de beaucoup de pays. Ils investissent dans leur population. Je pense que la Chine en est un bon exemple. Comment sortir 400 millions de personnes de la pauvreté? En investissant dans les gens, en leur donnant accès à l'éducation, aux soins de santé et à la possibilité de gagner un salaire décent, n'est-ce pas? Et de progresser ainsi dans la société. Et l'Europe, je pense, va prendre la direction opposée. Ils vont suivre, disons, cette idée, cette logique de leur adhésion aux politiques néolibérales qui, à mon avis, n'a pas encore vraiment abouti. Je pense qu'on va voir, même si le reste du monde se dit « Mon Dieu, quelle erreur !» on va voir ces pays européens continuer dans cette voie. Parce que je ne vois pas les partis au pouvoir changer cela. Et je ne vois pas non plus les partis qui arrivent au pouvoir, même s'ils sont populistes. Je ne vois pas l'AfD ou Réforme mettre en œuvre ou faire voter de vraies politiques populistes. Je parle de programmes économiques, de politiques fiscales qui allègent vraiment le fardeau des gens.
Oui, je les vois vraiment déterminés à améliorer beaucoup de grandes entreprises. Mais je vois des temps difficiles arriver pour l'Empire américain. Et ces temps difficiles vont aussi toucher les Européens, qui ont choisi de rester aux côtés de cet empire. On verra bien ce que feront les Japonais et les Sud-Coréens. Les Australiens, eux, resteront avec l'Empire américain. Mais, vous savez, au lieu de suivre leur propre voie, comme les Européens pourraient le faire, même si, bon, il n'y aurait pas vraiment de Pax Europea. Enfin, mon Dieu, si von der Leyen dirigeait l'armée européenne, qu'est-ce que ça donnerait? Et si c'était Kallas, n'en parlons même pas. Donc on verra bien. On verra. Oui. Merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Très bien. Merci, Nima. Attends, laisse-moi juste le retrouver. Et s'il te plaît, va sur le Substack de Matt. C'est Matthew O. Laisse-moi juste le sortir ici, Matt. Mais, Oui. Je Hosting. Oui. j'apprécie vraiment. Merci. Vous pouvez aller sur le Substack de Matt et vous y abonner. Je suis sûr que vous y trouverez beaucoup de très bons articles de sa part. Il déchiffre la propagande et vous pousse à réfléchir de manière critique. Merci. J'ai des publications là-dessus qui remontent à 2013. Il faut que je mette en ligne celles qui datent de 2009. Les gens sont curieux. Ils veulent voir ce que je disais sur l'Afghanistan, la Libye ou la Syrie en 2010, 11 et 12. Tout ça est encore sur le Huffington Post. Mais je dois le récupérer parce que j'ai peur qu'un jour je me réveille et que le Huffington Post ait disparu. Et tout ce que j'ai écrit à l'époque ne serait plus accessible. C'est intéressant de relire tout ça, de voir ce qu'on avait bien vu, ce qu'on s'est trompé, comment nos points de vue ont évolué. C'est vraiment fascinant de revenir en arrière et de voir son propre parcours. Enfin, pour moi, de voir comment j'ai évolué au fil de ces, disons, 17 années à faire ce travail. Mais merci d'avoir partagé ça. Et bien sûr, les gens devraient aimer et s'abonner à ta chaîne ici sur YouTube. Tu fais un super boulot et il faut que plus de monde te regarde et t'écoute. Merci beaucoup, Matt. C'est un vrai plaisir. Mela,